Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous jusqu'à 16h30 pour une émission qui n'a rien de très cachère, comme on dit, mais il semblerait que la curiosité n'est pas de religion. Avez-vous entendu parler de méditation, de nuit noire de l'âme, de mission de vie, de numérologie, lunologie ou encore de chakra? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien, Isabelle Serre, auteure du livre Le Guide du Lightworker, tout part de toi, qui a comblé déjà plus de 70 000 lecteurs, va tenter de nous éclairer sur les aspects positifs et négatifs du développement personnel et du travail sur soi, une mode, un style de vie, un art de vivre pour certains dont on entend beaucoup parler et beaucoup ou peu d'entre vous tentent ou refusent de s'en approcher. Eh bien, la papesse dans le domaine nous donne des réponses aujourd'hui pour se reconnecter à soi-même à l'heure du matériel, des écrans, des agitations réelles et 2.0 aujourd'hui en direct sur notre Facebook Live, radioj.fr et sur Radio J. Bonjour Isabelle Serre. Bonjour. Alors merci beaucoup d'être notre invitée aujourd'hui. Mon invitation que je vous ai lancée il y a quelques jours, merci de l'avoir acceptée pour nous éclairer de votre lumière et à chacun bien sûr de faire son tri dans cette émission qui peut en tout cas tenter d'apaiser certains, tenter d'apaiser sa vie, et on sait qu'il y a toujours un libre arbitre. Vous en parlez beaucoup dans votre livre que j'ai décortiqué. Il est assez grand, assez large, il faut prendre le temps et je l'ai pris parce que c'est quand même très agréable d'aller chercher un peu au fond de soi et vous nous donnez des clés. Bien sûr, alors dans ce monde où il n'est pas toujours facile de s'épanouir, certains sont de plus en plus tentés de se tourner vers cette fameuse spiritualité pour trouver son refuge. Mais d'abord, 3 questions en une. Qu'est-ce que la spiritualité? Est-ce que ce mot n'est pas trop galvaudé? Et la spiritualité a-t-elle une religion? Alors, il est vrai que la spiritualité a un grand essor. La spiritualité on peut aller vers la spiritualité pour chercher un monde magique, pour chercher un refuge, mais au final, on va se rendre compte qu'il n'est pas à l'extérieur, mais qu'il est davantage à l'intérieur de soi, parce que la spiritualité peut englober beaucoup de choses, peut prendre différents chemins, mais au final, vraiment, la spiritualité, c'est prendre conscience que tout part de soi. Alors évidemment, avec justesse, bienveillance et nuance, mais c'est prendre conscience que le refuge extérieur que l'on peut trouver, on l'a à l'intérieur de soi, que les réponses qu'on pense qu'elles sont à l'extérieur, elles sont à l'intérieur de soi, et s'ouvrir à la spiritualité, donc la spiritualité n'est pas une religion, puisqu'il n'y a pas cette dimension soit de dogme ou de rituel précis à suivre. La spiritualité, c'est vraiment prendre conscience de son libre arbitre. C'est-à-dire que s'ouvrir à la spiritualité, c'est pas s'affranchir de son libre arbitre en disant c'est quelque chose d'extérieur qui va me dire quoi faire, où aller, etc. C'est vraiment mettre en avant son libre arbitre, c'est-à-dire prendre conscience que ce qui compte dans la vie, c'est expérimenter en fait. C'est choisir. Il y a un adage qui dit choisir, c'est renoncer. Je déteste cette phrase. Pour moi, choisir, c'est expérimenter. Tant que tu fais des choix, tu es spirituel et t'avances en fait. Vous dites aussi que la spiritualité, c'est un état d'esprit qui intègre donc le doute, la remise en question, douce et bienveillante, et la prise de conscience que tout part de soi. Qu'est-ce qu'un être spirituel? C'est une question qu'on se pose beaucoup parce que beaucoup se disent spirituels, mais ne le sont peut-être pas forcément. Comment le sait-on? Est-ce que c'est propre à chacun? Est-ce que ça se définit? D'ailleurs, il y a je connais beaucoup de personnes spirituelles où je pourrais douter de leur spiritualité. Bah oui, j'appelle ça un peu moi les charlatans, mais comme c'est tout le monde dit que c'est une petite mode, etc. On dit oui, moi je suis connectée ou spirituelle. Est-ce qu'il y a des gens qui ne le sont pas vraiment finalement? Pour moi, la spiritualité ne se révèle pas dans ses capacités ou dans les outils qu'on a. C'est-à-dire qu'on peut avoir tous les oracles de la Terre. Il y a plein d'outils, c'est ça qu'il faut dire, dont exactement. On va énormément parler parce que votre livre donne ces outils. Alors, on va parler de tout, mais d'abord, finissons sur cette question. La spiritualité ne se révèle pas dans des capacités affirmées ou dans des outils achetés. Ça se révèle vraiment dans un état d'esprit. Pour moi, on est spirituel lorsque on prend conscience de son impact de soi sur soi-même et sur les autres. Alors, vous avez une métaphore sur ça et je voudrais que ce soit très clair dans la tête des gens. Vous avez une métaphore qui est la métaphore de l'embouteillage. Exactement. Et je crois qu'il n'y a pas mieux pour expliquer la spiritualité. Vous pouvez nous l'expliquer? Bien sûr. Et ça, d'ailleurs, je l'ai expérimenté ayant vécu quelques années à Boulogne. C'est là où j'ai appris ma spiritualité. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Exactement. Et c'est ça aussi qui m'a fait acheter une trottinette. Mais du coup, non, l'exemple de l'embouteillage, c'est le fait que, voilà, dans la vie, tu peux être dans un embouteillage et il va y avoir
l'embouteillage qui est le fait et ce que tu vas en faire. C'est-à-dire, soit tu vas insulter tout le monde, tu vas manger ton volant, tu vas essayer de faire des queues de poisson à tout le monde pour essayer de gratter 2 secondes, et tu vas te laisser emporter par la colère ou l'énergie de fatalité de, évidemment, c'est aujourd'hui qu'il fait pas beau et que j'ai un rendez-vous, qu'il y a cet embouteillage, tout le monde est contre moi, c'est pas juste, etc. Ou sinon, tu vas dire, ok, il y a le fait, il y a l'embouteillage, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que si je m'énerve, ça va faire changer quelque chose? Non. Donc, qu'est-ce que je peux en faire pour que ce soit un moment positif? Donc, juste ne rien faire, parce que, également, la spiritualité, ce n'est pas la culture de la performance. Donc, ne rien faire, c'est faire quelque chose. Autorisons-nous à ne rien faire. Donc, soit ne rien faire, soit écouter une musique, soit méditer, soit lire, soit appeler une amie, soit s'amuser à... Moi, j'adore faire ça. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde les gens et je leur invente des vies. Je les imagine dans leur quotidien, etc. Et ben, du coup, cet embouteillage qui va se dissiper parce que ça se dissipe quand même un jour, un embouteillage, eh bien, il y aura été cet embouteillage, pardon, et puis il y aura toi qui auras vécu au final un bon moment, même si tu étais coincé dans un embouteillage. Donc c'est quelque part s'alléger, prendre la vie du bon côté, avec en même temps la volonté de mieux se connaître, de tout faire pour mieux se connaître et aussi accepter ses imperfections. Exactement. Donc c'est un chemin très personnel. C'est un chemin qui est très personnel et je pense que c'est lorsqu'on prend conscience de son imperfection, notre monde est imperfection, nous sommes imperfection. La spiritualité, elle n'a pas vocation à rendre heureux ou heureuse parce que c'est une création personnelle, comme elle n'a pas vocation à rendre parfait parce que la perfection, si elle doit exister, elle n'est pas là. Elle n'est pas ici au final. Elle est peut-être dans d'autres sphères, mais elle n'est pas là. Et lorsqu'on prend conscience de sa partie sombre, c'est vraiment à ce moment-là qu'on se connaît. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là également que notre impact sur les autres va être davantage bienveillant parce que tout ce qui va être jugement et critique gratuite, en fait, on va plus avoir l'intérêt de le faire. Puisque si on s'accepte soi, par ricochet, on accepte les autres. Donc, je préfère être une bisounours parce que j'aime la nature humaine, j'aime ses paradoxes, mais je crois en elle. Même si parfois elle est déroutante, je crois en elle. Et je pense que quand je dis que tout part de soi, c'est que cette remise en question intérieure permet d'avoir des actions beaucoup plus bienveillantes envers soi et envers les autres. Et ça, si ça peut permettre de créer un ensemble collectif, c'est-à-dire notre communauté à nous tous, pareil, plus bienveillante et être plus sympa les uns les autres, j'ai envie de dire, ça peut donner des journées un peu plus sympas. Un peu plus sympa, oui, comme vous dites. Alors là, vous venez nous donner quelque part aussi un état d'esprit. La spiritualité, c'est un état d'esprit. On va voir comment faire dans cette spiritualité parce que vous donnez, en plus de cet état d'esprit, des clés, des techniques, des coups de pouce qu'on va voir dans votre livre. On va y venir. Mais d'abord, la volonté de savoir comment vous y êtes venue, Isabelle Serres. Vous, aujourd'hui, vous êtes psychologue, écrivaine, conférencière. Vous avez créé l'Éveil de l'âme, une plateforme web d'enseignement où vous mettez les capacités spirituelles au service des autres pour les aider à se connecter à eux-mêmes avec des thèmes qui sont variés, propres donc au développement personnel. D'où venez-vous, Isabelle Serres, et dans quel genre de famille vous avez grandi? Ça m'intéresse. Alors, j'ai pas grandi dans un univers spirituel marqué. J'ai grandi assez enfermée sur moi-même parce que j'ai toujours été une petite fille qui posait énormément de questions. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'avais 5 ans, à l'école maternelle, on me proposait de jouer à l'élastique et moi je disais « mais non !» On est enfermé dans une boîte, on flotte je ne sais pas où, s'il vous plaît, expliquez-moi pourquoi. Et je posais des questions assez intrigantes à ma mère, qui d'ailleurs, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai vu beaucoup de psychologues, parce que je disais à ma mère, mais pourquoi je suis une fille, et pourquoi je suis née à cette époque, etc. Je me suis toujours énormément posé de questions, et le fait qu'on ne me réponde pas, qu'on me dise que j'étais trop petite pour comprendre, la phrase de « c'est comme ça et c'est pas autrement » me faisait vriller totalement. J'ai ressenti une très grande colère. Et jusqu'à, on va dire, mes 17-18 ans, j'ai été énormément en colère contre la vie parce que j'arrivais pas à comprendre la complexité et les émotions comme l'amour, etc. J'arrivais pas à comprendre, du moins je n'accueillais pas les explications purement scientifiques, histoire de synapses, d'hormones, etc. Je me disais, il y a autre chose. Et lorsque j'ai découvert la spiritualité, lorsque j'ai vraiment découvert ce monde, ça m'a apaisé la colère parce que j'ai eu des pistes de réflexion. Maintenant, je
je suis à un moment de ma vie où je repars me poser des questions parce que je trouve que c'est sain de se poser des questions. Mais dans tous les cas, j'ai eu des éléments de réponse qui m'ont apaisée. Donc, mon père est très ouvert à la spiritualité, mais me l'a avoué qu'à mes 18 ans. Donc, il m'a laissé galérer toute mon enfance. Alors, un petit peu plus profondément, c'est quoi que vous découvrez quand vous commencez à vous y intéresser? À la spiritualité, j'achète mon premier oracle. J'achète mon premier oracle et surtout, j'ai une conversation avec mon père qui m'a dit: «Écoute, tu es comme moi». Et ça, en fait, ça change ma vie parce que du coup, j'ai enfin quelqu'un à qui parler. Et puis surtout, à 18 ans, j'étais étudiante, donc je pouvais m'affranchir et puis je travaillais. Vous prenez Donc votre indépendance voilà, et que vous entamez des études de psychologie. c'est ça. Et puis j'ai pu acheter aussi des premiers livres. J'avais vraiment besoin de... J'ai toujours ce besoin de comprendre, d'ailleurs. Ça m'anime. Des pistes de réflexion et pourtant, donc, vous étudiez la psychologie, vous découvrez aussi un talent, on peut dire, de médium. Ah bah ça, depuis que je suis petite, c'est Mais comme vous ça. l'avez su quand? Comment? Bah, je l'ai su quand je disais, vous le voyez là, le monsieur, personne le voit. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai vu des psychologues parce que, D'accord. évidemment, et je trouve ça sain de la part de mes parents, on a soupçonné une maladie mentale. Alors, j'ai une grande question à vous poser, Isabelle Serre, et qui est une question un peu personnelle. J'ai fait des études de psychologie et je suis arrivée, je ne parle jamais de moi dans cette émission, mais je suis arrivée dans un auditorium où on nous a diffusé sur écran géant une personne qui était schizophrène. Et la majorité des élèves étaient censés dire si cette personne était schizophrène ou si cette personne voyait de vraies choses, justement. Et quand on a un profil un peu comme le vôtre, est-ce qu'on est tenté de croire que cette personne a une maladie ou tenté de croire ce que cette personne voit? Moi, c'est la question que je me suis posée et c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas continué ces études-là. Alors nous, ça a été, j'ai jamais eu j'ai jamais eu cette expérience-là. Bon, on va dire ce qui m'a sauvée de l'étiquette de la maladie mentale, c'est que lorsque j'allais dans des lieux, très souvent, en plus c'était, chez des amis, de mon père, je voyais des âmes, de personnes qui étaient décédées, qui avaient vécu dans la maison et que les autres connaissaient. C'est ça au final. Et puis mon père l'était également, sauf qu'il me le disait pas. Malheureusement, on m'a appris à me taire. On m'a appris à dire, le dis pas à tout le monde, parce que ça pourrait te causer des problèmes. Et donc, à un moment donné, vous allez dans une voie qui ne vous correspond pas forcément. Votre papa est chargé de clientèle dans une banque. Il vous incite, votre papa, à devenir, je crois, chargé. Non, c'est ça. Vous êtes comme lui, chargé de clientèle dans une banque, c'est bien ça? Alors, sauf qu'il m'incite pas, c'est, on va dire là, c'est purement le bon complexe Le hasard. d'Oedipe. Non, je vais exister aux yeux de papa. Donc, mon père était directeur de banque. C'est ça. Et alors, parce que je suis pas psychologue, j'ai une licence de psychologie, et les conditions étaient pas top niveau des études, et puis je me cherchais un petit peu. Et voilà, j'ai voulu exister aux yeux de papa et j'ai été chargée de clientèle. Vous êtes aussi devenue aide-soignante en EHPAD? Oui. À quel moment? Eh bien, c'est après donc j'ai tenu 5 ans et demi, je crois, dans la banque. Ça s'est pas très bien fini. C'était pas pour vous, vous êtes tombée malade. Petit problème d'autorité. Ouais. Non, puis le gros problème d'autorité avec Ok. ma hiérarchie, parce que j'avais vraiment l'impression de nourrir un système malade. Et donc, j'ai passé mon concours infirmière. J'ai validé ma première année infirmière et la vie a fait que j'ai dû arrêter. Mais vu que j'avais les compétences aide-soignante, oui, j'ai été aide-soignante ensuite en EHPAD. Et donc, vous décidez à quel moment de tout quitter et de partir en Thaïlande? Alors ça, c'est avant d'être aide-soignante. C'est juste à la fin, quand j'ai travaillé dans la banque. Vraiment, ça se passait pas bien. Le matin, je me réveillais, j'avais vraiment l'impression de nourrir un système malade. Et surtout, je suis devenue malade. C'est-à-dire qu'en 1 an, j'ai fait 3 pyélonéphrite et 3 ulcères à l'estomac. D'accord. Donc, c'est-à-dire que quand j'arrivais aux urgences, voilà, c'était Salvisa, la bise et puis perfusion tranquille, quoi. Hein. Il n'y avait même plus besoin de la carte vitale. Donc, vous tombez malade, vous décidez de tout quitter et partir en Thaïlande. Ça vous change votre vie et vous découvrez la méditation. Qu'est-ce que c'est la méditation et comment ça se travaille? Alors, il y a différents types de méditation. La méditation, c'est vraiment une pause dans sa vie et c'est le fait de se recentrer sur soi. C'est pas passer 1h30 à avoir mal au dos. J'ai envie de dire, méditer 30 secondes, ça suffit amplement. Il y a la méditation assis, debout, allongé, en pleine conscience, guidée. Moi, j'invite vraiment chaque personne à expérimenter les types de méditation pour découvrir celle qui est la plus adaptée. Mais la méditation, c'est un moment où on se recentre. Alors, très souvent, c'est fermer les yeux,
prendre de grandes inspirations, expirations, mais on peut méditer en marchant, en faisant la vaisselle, en prenant sa douche. C'est vraiment un moment de reconnexion à soi. Il y a aussi d'autres choses dont vous parlez dans votre livre. Vous parlez de la méditation, mais donc vous sortez ce livre qui est la 5e édition du guide du Light Worker, Tout part de toi, où l'on part à la quête de soi, de sens et où le lecteur devient acteur. Qu'est-ce que vous proposez dans ce guide et quels sont les domaines que vous abordez? Il y en a énormément, donc c'est difficile pour moi de les citer. Après, j'ai beaucoup de questions à vous poser. On peut peut-être commencer éventuellement par le début, qui est la lignée karmique à la découverte de soi-même. C'est le premier chapitre. Qu'est-ce que c'est la lignée karmique? Alors, la lignée karmique, c'est, on va dire, entre guillemets à nuancer, sa véritable famille. C'est-à-dire que lorsqu'on s'incarne sur Terre, on a notre famille terrestre, mais à la source, c'est-à-dire lorsque notre vie s'arrête, on retourne dans notre véritable famille, qui est notre lignée karmique. Ça ne veut pas dire que les liens sont plus forts ou moins forts par rapport à la famille terrestre, c'est différents degrés d'amour, si je peux dire ça comme ça. Et de notre lignée karmique dépend notre mission de vie. Notre mission de vie, on va dire, c'est le but principal de notre âme par rapport à son expérimentation, par rapport à son existence. La mission de vie, on la trouve par la numérologie. Alors, c'est surtout le chemin de vie par la numérologie, mais on peut du coup y trouver aussi notre mission de vie. Et la mission de vie, elle n'apporte pas, parce que ça aussi c'est très important. En fait, tout ce que tu vas découvrir dans la spiritualité, toutes les réponses que tu vas découvrir sur toi, n'apportent pas une énergie de fatalité et de soumission. On reste vraiment à titre de piste de réflexion et la personne vraiment qui a le dernier mot, c'est toi, par ton libre arbitre et par ce que tu décides d'expérimenter. Ça, c'est hyper important. Alors ça, vous le dites énormément parce qu'en effet, on est toujours tenté de mettre notre vie dans les mains de quelque chose qui nous dépasse, de plus magique, parce que c'est vrai que c'est un peu ce qu'on est en train de dire. Alors moi, je veux revenir à quelque chose de très simple et démocratiser le propos. Notre date de naissance nous permet donc de découvrir notre objectif de vie, notre chemin de vie et nos défis dans la vie. Donc ça, je laisserai aux gens le soin de venir chercher dans votre livre s'ils le souhaitent. Mais je reviens juste un petit peu sur la lignée karmique. Vous posez plein de questions avec un test. Ça permet de répondre, de savoir quelle est notre lignée karmique. Moi, je peux y répondre déjà en l'ayant testé. Je sais que je suis communicant. Vous faites de la radio. Voilà, je fais de la radio. Donc c'est vrai que c'est totalement cohérent. Mais est-ce qu'on est tenté justement dans cette vie matérielle, dans la matière, de rencontrer des gens qui sont comme nous dans cette lignée karmique? C'est-à-dire qu'est-ce que je dois rencontrer des communicants ou est-ce que d'autres lignées peuvent rentrer dans ma vie et ça peut très bien se passer aussi? Alors non, moi je pense vraiment que la richesse, elle se trouve dans la différence. Donc, je pense que c'est plus intéressant de rencontrer, alors sans fuir tous les communicants évidemment, tout est dans la nuance, mais je pense que c'est plus intéressant de rencontrer des personnes qui ne font pas partie de votre lignée karmique parce qu'elles vont vous faire découvrir de nouvelles choses sur vous-même que par nature vous n'allez pas nourrir. Donc, elles vont vous aider à sortir de votre zone de confort. Donc non, moi je vous invite davantage à partir à la rencontre d'autres personnes de votre lignée karmique que de rester avec les communicants. Mais en tout cas, cette lignée karmique, elle nous permet de déconnaître, de connaître, de découvrir le but de son âme. C'est ce que vous dites. Exactement. Le but de son âme. Donc, il y a plein de définitions que vous donnez également. Vous parlez aussi d'astrologie. Alors, j'ai toujours cherché, moi, à savoir quelle était la différence entre le signe solaire, l'ascendant et le signe lunaire. Il y a tellement de propositions dans l'astrologie. Comment on les distingue et pourquoi? Alors, l'astrologie, c'est passionnant. Voilà, moi j'adore. Mais de toute façon, c'est pour ça qu'aussi qu'il y a un livre de 500 pages, même s'il n'y a pas que de l'astrologie dedans. En astrologie, chaque planète indique une part de nous-mêmes. Par exemple, notre signe solaire, donc c'est le signe qu'on voit dans les horoscopes, etc. C'est l'énergie qui décide. C'est l'énergie qui fait des choix, au final. Et qu'on renvoie? C'est des choix qu'on fait dans la vie extérieure, tout à fait. Notre ascendant, il correspond à notre maison 1, c'est notre identité. Intérieur? Exactement. Ok, c'est pas forcément ce qu'on reflète, mais ce qu'on est réellement. Exactement. Ok, et le signe lunaire? Et la lune, c'est la partie qui ressent. C'est la partie qui ressent, c'est la partie intuition, c'est la partie vraiment être intérieur. Alors, on doit faire le combo de ces 3 signes
Ah non, parce pour qu'il y a savoir qui les on est autres vraiment? planètes encore. Et Ah. après, il y a le lien avec les planètes ensemble. Et donc ça, là, on rentre dans l'étape, en fonction donc de son jour de naissance et de l'heure de naissance, dans l'étape du thème astral et natal, en somme la carte du ciel, avec la position des planètes qui nous permet de savoir quoi exactement finalement. Moi, je vois notre thème natal, donc comme vous l'avez dit, qui est la position des Quand planètes. on regarde, c'est bluffant, hein. Quand on va chercher, je vous dis franchement, je l'ai fait. Ah, mais moi, Ouais. j'adore. Je dis pas que je suis cliente, mais c'est bluffant, c'est bluffant. Mais moi, je vois ça comme un nœud à un mouchoir. C'est-à-dire que pour moi, le thème natal permet de se reconnecter à son âme parce que ça apporte également des informations pour comprendre les défis, pour comprendre ce qui est important pour notre âme, pour comprendre ses points forts, ce qu'elle souhaite travailler, etc. Également, on ne voit pas l'astrologie comme une énergie de fatalité, mais pour se découvrir, se comprendre, se connaître et se regarder dans un miroir, c'est un très beau chemin que j'invite à prendre parce que, comme vous l'avez dit, c'est hyper passionnant. Alors attention à pas confondre astrologie et horoscope, parce que dans la tête des gens, ça peut aussi être un peu confondant. L'horoscope, c'est ce qu'on regarde tous les jours, en fonction, nous dit dans quel état on peut être, et c'est pas toujours vrai. L'astrologie, c'est vraiment la définition des signes aussi, ce qui est reconnu dans la religion juive, je tiens à le signaler, parce que le Rav Twitou a fait d'ailleurs de très jolies vidéos pour expliquer comment chaque signe est défini. Je voulais aussi parler avec vous des émotions et la lune nous aide énormément à comprendre pas mal de choses selon son positionnement, encore une fois. Exactement. La lune, d'ailleurs, c'est rentré dans les mœurs, hein, c'est la pleine lune, la Tout le nouvelle monde parle lune, de ça. etc. Généralement, on est stressé, on dort pas bien. Il y a toujours quelque chose avec cette lune en fonction de comment elle Mais est. alors, par rapport à ça, ça aussi, je le dis beaucoup parce que pour moi, c'est très important. La lune, elle apporte une énergie. C'est-à-dire que très souvent, on dit « Ah, la pleine lune, elle m'embête, à cause d'elle, je ne dors pas ». Faux. Tu résistes à son énergie. C'est-à-dire que si tu ne dors pas, avec nuance et bienveillance, c'est de ta responsabilité, pour pas dire de ta faute. C'est de ta responsabilité. La lune, elle apporte une énergie pour qu'on puisse nous connecter à notre être intérieur et surtout à nos émotions. Donc s'il y a une partie de nous qui essayons de fuir une émotion, qui ne souhaite pas se connecter à ses émotions ou qui a des réactions émotionnelles, on va dire, qui ne sont pas équilibrées, alors oui, la lune va venir nous irriter. Mais c'est parce que nous allons résister à son énergie. On va parler du reste dans cette émission parce que la première partie est déjà terminée. On reste ensemble, bien évidemment, si vous le voulez bien, avec vous, Isabelle Serre, pour continuer à parler avec vous, de vous et de plein de choses dans cette émission. Vous êtes auteur du guide du Light Worker, tout part de toi. Dans un instant, nos chroniqueurs nous rejoignent pour découvrir vos goûts culturels qui en disent long sur votre personnalité. Ce sera avec donc nos chroniqueurs, mais juste avant, le rappel des titres. Restez avec nous sur Radio J.